Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tellement flex sur Insta que vous finissez par vous faire pister par le fisc? Dans l'histoire du rap, plusieurs designs ont marqué les esprits, mais on a un qui a cessé de faire parler de lui depuis des décennies. On va parler d'une entreprise qui pendant plus de 10 ans ont été les créateurs des covers les plus farfelus qu'on pouvait voir dans le rap. Ne perdons pas de temps, préparez-vous à avoir des photomontages aberrants et des textes en diamant. Aujourd'hui on part à la découverte de l'entreprise aux covers les plus hasardeuses qui soient, Pen & Pixel. Nous sommes dans les années 90 et le hip-hop commence peu à peu à se frayer un chemin vers le grand public. Cette décennie marque un tournant décisif car c'est à ce moment-là que le rap, longtemps snobé et négligé, commence peu à peu à devenir l'un des genres les plus écoutés au monde. Pendant que tout ça évolue, un élément commence peu à peu dans le rap à avoir son importance. La pochette d'album. Petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Une pochette d'album est le visuel qui accompagne la couverture d'un disque. C'est un élément essentiel pour visuellement représenter un album. Il faut savoir qu'à l'époque, sans streaming ni algorithme, on découvrait la musique de version physique, du coup dans les bacs à CD. Et c'est la pochette qui faisait la différence. Une cover marquante attirait l'œil, piquait la curiosité et pouvait donner envie d'acheter l'album. C'était plus qu'un simple visuel, c'était un outil pour se démarquer. À ce moment-là, deux frères du nom d'Aaron et Sean Brauer, je sais pas si leur nom de famille se prononce comme ça, travaillaient à Houston pour un label de musique nommé Rap-A-Lot. Rap-A-Lot était un label texan où il y avait les Ghetto Boys. Bon, en France, les Ghetto Boys sont pas trop connus, mais aux États-Unis, ils ont une empreinte marquante au sein du rap US. Aaron était manager général du label. Je vous rends pas, on va pas trop s'intéresser à lui aujourd'hui. Et Sean, directeur artistique et graphiste. Sean et son équipe étaient chargés de plusieurs projets par-ci par-là, dont concevoir des covers pour des artistes de Rap-A-Lot. Puis un jour, ils vont créer une cover qui va être un tournant chez les frères Brauer, I'm Going Out Like a Soldier de Willie D. Avec le Capitole rajouté et un ciel après un affrontement nucléaire. La cover n'a rien de fou, Mais pour l'époque, c'était autre chose car on commençait à utiliser les photomontages et les effets spéciaux numériques à l'aide de Photoshop. Ce changement a fait tourner la tête de pas mal d'artistes jusqu'au moment où eux aussi commençaient à vouloir des effets photoréalistes qui sortent du commun sur leurs covers. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'avant, les covers c'était souvent des photos, du texte et vas-y c'était sympa, un effet en deux spi. Ce qui donnait des trucs qui commençaient à se ressembler. Donc quand les artistes voyaient qu'ils pouvaient avoir des effets spéciaux sur leur cover qui leur permettaient de se démarquer des autres, y a aucun doute, ils foncent. Et les demandes commençaient à être nombreuses. À un point où les deux frères se sont dit... Il y a peut-être un billet à se faire là. À cela, ils prennent une décision, partir du label Rap-A-Lot et créer une boîte spécialisée pour les pochettes d'albums, Pen & Pixel. Avec seulement 1000 $ en poche, l'idée était simple, utiliser le photomontage pour offrir aux artistes une nouvelle façon de se démarquer sur la scène. Tout d'abord, avant d'expliquer leur démarche, à quoi ressemblait une cover faite par Pen & Pixel? Concrètement, ça ressemblait à ça. C'est particulier? On va pas tourner autour du pot, une grande partie de ces personnes trouvent ces covers moches et c'est explicable en 3 points. 1. Ça fait mal aux yeux. Si ça pouvait parfois être à cause de couleurs saturées voire limite flashy, majoritairement c'était plutôt à cause de deux autres choses. Un effet bling bling très prononcé avec de la brillance assez vive, généralement sur les titres et les noms des artistes, et surtout la quantité abyssale d'éléments qui pouvaient donner le tournis à une mouche. Puis bien sûr pour ne rien arranger, ça part dans tous les sens. Prenons un exemple, Better Blocking de Cash Money. On a les 6 rappeurs qui apparaissent au deuxième et en arrière-plan, des immeubles, des coups de feu, des voitures de police, des explosions, des montres et des chaînes, et pour couronner le tout, un hélicoptère. Il y a tellement de trucs improbables qui partent de droite à gauche qu'on dirait des peintures faites par des malades mentaux. En parlant d'improbable, ça nous amène au deuxième point qui lui saute aux yeux, les scénarios qu'on voit sur les pochettes. Et qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? La moitié des covers ont des scénarios qui sont tirés par les cheveux. C'est quoi ça? Ça c'est le résultat quand tu dis oui à toutes les idées que le client te dit. Bon, du coup tu veux quoi? Moi t'as vu, je veux un avion, une ville en train de brûler avec des météorites qui tombent et il y en a 2 qui vont vers une voiture de police et sur les 2 météorites, tu mets ma tête et celle de mon pote. Ok. Mais faut pas croire que Pen & Pixel avalait toutes les idées de merde telle une benne à ordures. Ça leur est arrivé de refuser des propositions, notamment quand un rappeur est arrivé en disant moi c'est très simple, je veux juste que tu mettes une femme enceinte qui se fait tirer dessus et le bébé lui sort par le dos. Sécurité! Aussi un autre souci qui pour moi est une erreur visuelle. Les visuels sont trop raccrochés au titre et des covers en sont l'exemple même de pourquoi c'est une mauvaise idée d'à tout prix imager brutalement le titre d'un projet. L'album The Street Won't Let Me Go ou La rue ne me laissera jamais partir, c'est la rue qui le laisse pas partir. Big Dreams, donc grand rêve avec juste un mec qui rêve de grandes choses. Et surtout, vous avez déjà vu quelqu'un rêver comme ça? C'est la gestu que tape ton avocat quand il voit que ton dossier est indéfendable et il sait que tu vas aller en prison. Ou bien l'album Burn Man et là...
Et ajouter à ça un photomontage assez primaire. Alors je sais, ça revient à tirer sur l'ambiance vu qu'il faisait toutes les covers avec les premières versions de Photoshop, mais force est de constater que les idées étaient très ambitieuses pour le niveau des outils de l'époque. Pen & Pixel crée des pochettes qui affichent des situations rocambolesques avec une surcharge d'éléments visuels qui fatiguent les yeux et une surabondance de richesses dont certains feraient passer Elon Musk et John Rockefeller pour des petits. Le tout fait avec un Photoshop d'il y a presque 30 ans dont le logo ressemblait pas à ça, mais à ça. Voilà les raisons de pourquoi beaucoup de personnes trouvent les covers de Pen & Pixel moches, cheap et surtout de mauvais goût. Dit comme ça, tu te dis qu'une entreprise qui fait des pochettes de ce style-là, bon, tu te dis que ça finit en dépôt de bilan même pas un an après. Pourtant, ça a fait un carton. Jusqu'à dépasser en quelques années le million de dollars de chiffre d'affaires. Ouais, le million de dollars. Je vais peut-être changer ma DA, hein. Moi aussi, il y a peut-être moyen que je puisse péter le million de dollars. Salut à tous. Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de recréer la cover de RAT de Lamano. Pour commencer, j'ai mis Lamano dans les égouts avec des rats que j'ai pris en photo au parc des Tuileries. Celui-là était mort, c'était plus simple de prendre en photo parce qu'il bougeait plus. En rapport avec les rats, j'ai mis Frédéric, un ami d'enfance qu'on salue au passage, qui a voulu faire le crevard en offrant à sa femme une bague qu'il a trouvée sur un site de dropshipping. Évidemment, sa femme a cramé que sa bague c'était pas du diamant mais des bouts de verre de chez Duralex. Elle a demandé le divorce et s'est barrée à Biarritz avec les enfants, qu'on salue d'ailleurs aussi. Donc si vous voulez travailler avec moi, mon mail s'affiche, ça me permettra de rembourser mes dettes et de pas finir en liquidation judiciaire. J'ai besoin de cet argent. Bon, après avoir vu tout ça, il est temps de se poser une question. Pourquoi ça a marché ? Une des grosses raisons qui ont fait que Pen & Pixel a marché était purement économique. Et dès le départ, ils avaient planifié un plan. Comme j'avais dit précédemment, les covers d'albums, c'était généralement des shootings photos. Et si tu voulais pas faire comme tout le monde et avoir une cover qui sortait de l'ordinaire, c'est-à-dire avec une bête de voiture, des bijoux et peut-être même pourquoi pas des meufs, bah tu raquais ta race. Et le fait d'aller louer des voitures, des bijoux et d'engager des mannequins, ça faisait très vite grimper le prix. Alors t'avais deux choix. Soit shooter avec une voiture pourrie, des bijoux achetés chez Temu et travestir un pote à toi, ou soit aller voir Pen & Pixel qui te font ta cover avec tes bijoux, tout le machin, pour 2000 $. Un prix qui annule toute concurrence car les rappeurs n'avaient pas forcément les moyens de claquer de telles sommes pour leurs pochettes. Et ça, Pen & Pixel l'ont très bien compris. Sean Brauch le disait, pourquoi se ruiner alors que nous pouvons obtenir le même résultat pour un dixième du budget? Comment avoir ce résultat? Le photomontage. Très tôt, il avait remarqué que les gens ne saisissaient pas souvent le potentiel qu'avait Photoshop. Et bref, pour avoir une cover à 2000 $ avec tout ce bazar là, il avait un plan. Louer quelque chose de physique, par exemple une voiture, prendre beaucoup de photos avec plusieurs angles différents, et à la fin, détourer les images. Ils avaient un stock de photos avec tout ce qu'il fallait. Des voitures de luxe, des montres, des billets, des animaux. Même si t'étais un clochard, ils avaient carrément des vêtements. Le rappeur, lui, venait au studio, donc à Houston, se faire prendre en photo et dire ce qu'il voulait sur sa pochette. Et tadam, t'avais ta cover sans avoir à claquer l'héritage de Mamie Joséphine. Ça a fait un carton immédiat, même si après c'était parti en couille. De base, c'était juste pour l'aspect flex. Ce qui d'ailleurs a aussi contribué au succès de Pen & Pixel, c'est leur esthétique bling bling ultra reconnaissable. Bijoux clinquants, rose voiture, liasse de billets, costume de ministre congolais et des lettrages dorés et diamantés, ce style tape à l'œil est vite devenu leur marque de fabrique. Et si beaucoup de rappeurs ont adopté cette direction visuelle, ce n'était pas par hasard. À l'époque, la brutalité des textes débordait au point où les rappeurs voulaient illustrer cette violence sur leur cover. Donc quand Pen & Pixel commençait à recevoir beaucoup d'artistes qui demandaient une forte dose de violence sur leur pochette, genre un Hobbs qui se fait décapiter, bah ça la foutait mal parce que représenter un mec criblé de balles, t'as plus de chances d'effrayer le public qu'autre chose. De plus, Sean, qui voyait à Houston que les gens s'entretuaient réellement dans les rues, se disait qu'en acceptant ses commandes, il allait visuellement glorifier cette violence. Donc pour éviter ça, l'idée était de transformer cette violence en luxure. Au lieu de représenter quelqu'un se faire tirer dessus, de mettre ses artistes dans une belle voiture, avec des bêtes de maison derrière, dans une situation de richesse absolue quoi. T'as gagné aux artistes car ils pouvaient se sentir supérieurs aux autres grâce à cette richesse, même si la plupart étaient sur la paille. J'ai besoin de cet argent. Et à Pen & Pixel, qui avec cette technique de mettre du bling bling partout, se retrouvait pas censuré pour apologie du meurtre. Ils essayaient à chaque fois d'adoucir la brutalité, à part pour les demandes excessives où là ils refusaient. En tout cas, dès qu'il y avait ce genre de demande, le but était de rediriger le rappeur vers quelque chose qui met tout le monde d'accord, l'argent. J'ai oublié de dire, hein, mais Pen & Pixel était un business avant tout. Ils avaient pas pour but d'être des artistes renommés ou quoi, leur but numéro 1, c'était de faire de l'argent. C'est pour ça qu'on peut se demander, mais pourquoi ils acceptent autant d'idées claquées et sont pas gênés de sortir des visuels totalement douteux. T'avais une demande, ils l'effectuaient sans broncher, et tu recevais ta cover dans les délais les plus raisonnables. Donc que t'aimes ou non, pas les couilles, tant que ça faisait du pognon, y a rien à dire, c'est carré. À mesure que leur réputation grandissait, leurs moyens commençaient à suivre le mouvement. Qui n'était qu'un petit studio s'est transformé en véritable entreprise. 2 bâtiments de plus de 450 mètres carrés, une trentaine d'employés à plein temps, un catalogue de clients qui s'allongeait chaque semaine et un chiffre d'affaires de plus de 6 millions de $. 6 millions de $. Tiens, parlons-en du catalogue de clients. L'entreprise qui commençait avec des artistes underground finissait avec de beaux noms du rap US à l'époque. Le label Cash Money avec notamment Lil Wayne et Juvenile et le label No Limit Records avec Master P et Snoop Dogg. Travailler avec de gros labels était signe de qualité
qualité et surtout te faisait grandement connaître dans le monde du rap. Et ils ne s'en cachaient pas avec les disques d'or et de platine qui jonchaient les murs. Cela contribuait à leur succès. Mais ce succès a attiré une foule de petits artistes qui étaient aveuglés par le prestige de l'agence. Je m'explique. Beaucoup d'artistes qui étaient de là inconnus au bataillon choisissaient Pen & Pixel pour leur qualité, mais aussi car ils bossaient avec de gros artistes. Et ces personnes pensaient qu'avoir une cover faite par une boîte qui t'a fait pour de gros labels allait leur offrir des opportunités et donc faire d'eux des gens plus connus. Aujourd'hui, dit comme ça, c'est dérisoire. Mais avant, ce n'était pas rare de voir des artistes arriver avec plus de 20 000 $ à dépenser pour une pochette, quitte à délaisser le reste, même la qualité de la musique parfois. Certains voyaient ça comme un investissement, persuadés qu'une cover signée Pen & Pixel allait les démarquer de la concurrence et surtout, être un tremplin pour leur carrière. Genre ton album pue la merde, mais au calme t'as une cover PNP. Malgré un énorme succès et des demandes à ne plus en finir, des événements vont changer la trajectoire de Pen & Pixel. Le premier coup de massue était le téléchargement illégal de la musique au début des années 2000. Comme je disais précédemment, les versions physiques avaient un rôle central dans les ventes d'un projet. CD, vinyle ou même cassette parfois, c'était par ce biais que les artistes faisaient de l'argent. Mais tout ça a basculé au début des années 2000 avec l'essor d'internet et l'arrivée du téléchargement illégal, notamment grâce à Napster. D'un coup, on avait accès à une infinité de musique gratuitement depuis chez soi. Ce qui était une grande nouvelle pour les éditeurs, surtout pour ceux qui n'avaient pas les moyens, car plus besoin d'aller à chaque fois acheter un CD pour écouter un nouvel album. En l'occurrence, pour l'industrie musicale et les artistes, c'est ciao. Si personne n'achète de CD, les artistes et les maisons de disques ne gagnent presque plus rien. Puis évidemment, fallait pas croire que les rappeurs allaient faire de la musique de manière bénévole. Ce qui faisait que les artistes et les producteurs qui avaient pour habitude de miser sur la promotion, les clips, les passages à la radio et les versions physiques, dont les covers, voyaient qu'au final le projet se vendait à des chiffres ridicules comparé à ce qu'ils avaient investi. Tout ça parce que plus personne n'achète pour écouter de la musique. Donc comme il n'y avait plus de sous, investir sur la promotion de l'artiste, c'était de l'histoire ancienne. Et vous l'aurez compris, les covers font partie du lot. Alors quand les artistes ont arrêté de financer les créateurs, Pen & Pixel voyait leur nombre de commandes drastiquement diminuer et leur chiffre d'affaires aussi. Enfin, le deuxième coup de massue qui a frappé Pen & Pixel alors qu'ils étaient déjà bien dans la merde, le 11 septembre 2001. Bon, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les pochettes? Souvenez-vous, les rappeurs pour se faire prendre en photo venaient dans les locaux de Pen & Pixel, donc à Houston. Les States, c'est pas la France, hein. Quand c'est trop loin pour aller en voiture, la deuxième option, c'est l'avion. Et beaucoup de rappeurs prenaient l'avion pour aller à Houston. Donc vous imaginez bien qu'après un tel attentat, les trafics aériens étaient saturés, les gens arrêtaient de prendre l'avion, dont les artistes amenés à travailler avec Pen & Pixel. Et ça n'a pas rendu service à l'agence créative qui se faisait piétiner par Napster, que tout le monde a oublié des années après. Donc pour résumer, on a le téléchargement illégal qui a réduit les artistes à ne plus investir sur les pochettes, le 11 septembre qui a grandement freiné les déplacements, couplé au fait que l'esthétique commençait à être dépassée et que tout le monde commençait à ouvrir les yeux et se dire mais attends, mais il n'a pas plusieurs voitures lui, il a pas beaucoup de bijoux lui, mais il est par terre de base, lui pro, on le voit avec Vla et Meuf. Pen & Pixel qui était au sommet pour une agence créative autour du hip-hop se voyait chuter de plusieurs étages. Et malgré les espoirs et l'attachement de ceux qui étaient à la tête de l'entreprise convaincus de pouvoir traverser ces difficultés, la réalité, elle, ne tient pas compte des sentiments. Après 11 ans d'activité et plus de 19 000 pochettes réalisées, Pen & Pixel met fin à son aventure en 2003, fermant la page d'une ère visuelle dans le rap, l'ère du bling bling. Ce qui était sûr, c'est qu'il n'allait pas partir sans laisser un héritage visuel qu'on retrouve encore aujourd'hui. Déjà, le truc le plus connu, le terme bling bling, qui veut dire un style ostentatoire et tape à l'œil, vient de Pen & Pixel. Tout partait d'une discussion entre Sean et BG où ils cherchaient un terme pour représenter la brillance sur les lettres diamantées. Un des deux a sorti bling et l'autre a sorti bling bling. Ouais, dit comme ça fait un peu conversation d'attardé. Mais pourtant, bling bling, qui sortait d'un banal appel téléphonique, finit par être connu aux États-Unis jusqu'à finir dans la politique française avec le surnom de Nicolas Sarkozy, qui était le président bling bling. Bon, maintenant il a 5 ans de prison, hein. À quoi sert ton million si tu prends perpète? Pour l'esthétique des pochettes, il y a toujours des aspects visuels qu'on retrouve des années après la disparition de l'entreprise. Que ce soit les lettres diamantées ou les scènes photos montées surréalistes. La plus connue étant Savage Mode 2 de 21 Savage et Metro Boomin, où la cover a été faite par Pen & Pixel. Oui, ils les ont déterrés 17 ans après leur mort. On retrouve clairement l'apparence d'antan, mais en un peu plus moderne. Ce style avec un mix rétro-contemporain donne une cover assez belle et avec une forte référence au style bling bling. Je prends très peu de risques pour dire que c'est une des meilleures covers de cette décennie. Ouh la merde. Alors j'ai pas tout dit, mais c'est pas la cover qu'a proposé Pen & Pixel, c'était ça. Mais l'équipe qui se chargeait de la DA du projet sont partis sur une cover qui convenait plus à une esthétique plus soignée et pas partir sur un truc super vintage. L'héritage visuel se retrouve aussi sur un style de pochette qui là aussi a mauvaise réputation, les fameuses mixtapes des années 2010. C'est quoi ça? Ce style très souvent utilisé par Gucci Mane. On y retrouve la surcharge visuelle, le photomontage à la fois grotesque et détaillé, et évidemment c'est
putain de situations qui n'ont aucun sens. J'en parlerai un autre jour parce qu'il y a vraiment trop de choses à dire. Bien sûr, ce style a servi d'inspiration et d'hommage à tellement de choses que ça s'affiche sur votre écran. Mais n'oublions pas qu'à la base, Pen & Pixel ne se voyait pas comme un mouvement artistique ou bien une révolution visuelle. Leur but était simple, répondre à une demande. Mais en voulant simplement vendre du rêve, ils ont fini par marquer l'histoire du hip-hop sans même volonté artistique assumée. Ils ont posé les bases d'une esthétique devenue culte. Comme le disait Sean Brauch, cofondateur de Pen & Pixel, nos visuels ont défini les années 90, c'est la décennie du bling bling. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Oui, 4 mois sans vidéo, j'ai eu le temps de donner mes cheveux à un sorcier. Mais vous inquiétez pas, la qualité des vidéos vont augmenter dans le bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un format assez différent de ce que je fais d'habitude. Ne vous inquiétez pas, les vidéos créatives vont revenir d'ici là. Sur ce, n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo. Allez, salut! J'ai besoin de cet argent.